Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur la situation actuelle en Russie. Alors depuis 2-3 semaines, je fais plus trop de vidéos parce que je garde une certaine retenue. Je suis pas avide de commentaires parce que la politique, encore une fois, j'ai aucun contact dans les sphères du pouvoir supérieur. J'ai des contacts avec des gens qui ont entre quelques millions et puis quelques dizaines de millions, mais j'ai vraiment pas de riches personnes. On savait que les riches, enfin une personne qui est vraiment riche, c'est quelqu'un qui a plus de 35 millions de dollars de fortune perso. Je suis pas entouré de gens riches et je suis pas affilié à des sociétés genre franc-maçonnerie et compagnie, donc j'ai pas de contact politique, j'ai rien. Donc moi la politique c'est pas trop mon truc, le pouvoir c'est pas mon truc, encore une fois je kiffe pas. Comme vous le savez, je vais pas m'en cacher, j'aime les gonzesses, j'aime le pognon, j'aime m'amuser, mais politique c'est pas ma cam quoi. Donc du coup on a quand même un événement assez hardcore en ce moment sur la table, donc ça m'intéresse pas trop de commenter et puis je suis assez dubitatif quelque part sur le Covid, comme vous le savez, comme je suis complètement dubitatif sur la Russie. Donc je vais juste vous rappeler une vision d'ensemble, parce que souvent vous me demandez pourquoi. Ça fait des années que je publie des vidéos sur cet agenda, ça n'a absolument pas varié. L'événement du Covid ou l'événement de la Russie provoque exactement les conséquences qui sont depuis des années dans mes vidéos. Là j'étais en train de remonter. Il y a une liste qui s'appelle Charles de Repère Finance, là, il y a 214 vidéos, et qui a 5 ans d'âge, cette liste. Et si vous remontez un petit peu, vous cliquez dessus, puis vous pouvez remonter en arrière. Donc par exemple, là il y en a une qui datait de 2019, Science sans sagesse, où va-t-on en horizon 15 ans Voilà, 6 mois plus tard, en 2019, vous avez le communisme mondial dans 15 ans avec ses 4 outils en phase expérimentale. Donc ce que j'essaie toujours dans ces vidéos, qui sont un petit peu politisées, mais maquillées, c'est toujours parler de même truc que je sais depuis 2017. Comme je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, en 2014 a démarré FATCA, en 2016 on a commencé à voir l'arrivée du contrôle mondial, on n'y a pas cru, jusqu'à ce que mon copain Fat Tony se fasse cartonner son héritage de sa grand-mère en étant à Bangkok français mais en étant né à Dallas. Et là on a compris le truc en 2016. Il y a un agenda, c'est très simple. L'agenda, il dit quoi? Il dit qu'il y a trop d'hommes sur Terre, donc il faut soit de la dépopulation, on bute tout, ou alors on détruit la croissance économique en retirant du commun du mortel la possibilité de consommer des ressources naturelles qui ne sont pas assez suffisantes par rapport à 8 milliards d'individus sur Terre. Y a pas, dans ces vidéos-là, c'est toujours la même chose. Avant le Covid, on était déjà comme ça. Qu'est-ce qui a créé le Covid? Le Covid, ça a été un choc sur l'offre. Ah oui, puis il y a aussi autre chose, c'est que bien évidemment, l'agenda, ça consiste à ne pas payer les dettes des États qui ont financé les promesses socialistes qui ne peuvent être tenues, comme chaque fois, promesses socialistes communistes, c'est pas possible d'être financé. Donc il y a des dettes monstrueuses et évidemment, on ne peut pas les payer. Donc on va faire une érosion monétaire pour débaser les monnaies. Donc qu'est-ce qu'a fait le Covid au final en conséquence directe? Bon, on a buté quelques millions de personnes, surtout les vieux, donc ça coûte moins cher, mais enfin c'était vraiment de la petite économie, parce qu'il n'y a pas grand monde qui est mort du Covid, contrairement aux annonces. Je crois que le taux de mortalité est de 0,0001%, bref. Ensuite, le Covid, par contre, il était super efficace, c'était vraiment pour relancer l'inflation, parce qu'on était dans une désinflation depuis 40 ans, depuis 1981 et 2021, voilà, et une désinflation proche de la déflation et des dettes immenses, évidemment, ça colle pas. Donc, il existe basiquement 4 types d'inflation. Vous avez une inflation créée par une dévaluation de la monnaie qui renchérit les coûts d'importation, qui font exploser les prix à l'intérieur. Vous pouvez aussi faire de l'inflation comme les baby boomers de 1970. Vous avez une augmentation massive de la population active qui crée, par rapport au nombre de morts, qui crée en fait une expansion trop forte de la demande sur les biens et services et l'inflation augmente. On appelle ça inflation par la demande en fait. Vous pouvez aussi créer de l'inflation artificielle en distribuant de l'argent dans la poche des consommateurs. C'est ce qu'a fait en 2020 avec le Covid, la Fed et l'Europe. Donc ça, c'est une inflation par la demande également, artificielle, encore une fois, on achète. Et puis, vous avez la 4e type d'inflation qui est beaucoup plus rare, qui est une inflation par l'offre liée à des pénuries. C'est exactement la situation qui a eu lieu dans les années 40 avec la Seconde Guerre mondiale et c'est la situation qu'on a vue en 2021, c'est-à-dire qu'on a créé artificiellement des pénuries via la destruction de la chaîne d'approvisionnement et logistique mondiale, en empêchant tout simplement les conducteurs de camions et puis les mecs qui bossaient dans les ports de gérer le flux de marchandises. Et tout est parti en flux de marchandises et flux de matières premières, et tout est parti en couille à coût de 25%
hausse des prix à la production en Allemagne, 20% dans de nombreux pays occidentaux. Et aux États-Unis, on est à 7,5% de prix à la consommation. Donc, mission accomplie pour le Covid, puisque l'inflation a redémarré et aide à gommer les dettes. Alors pour moi, la situation aujourd'hui ressemble très très fortement à un concentré de 1920, 1947 ou 1950, comme vous voulez. Ça va juste beaucoup plus vite en termes de cycle, mais c'est exactement les mêmes ingrédients. J'en ai déjà fait état dans de nombreuses vidéos. Donc on est dans un... Clairement, comme j'ai fait... Je ne me souviens plus à quelle vidéo. C'est la dernière, comment les USA s'en sortiront mieux que l'Europe en cas de grand reset, avec la comparaison de la non-intervention de la Fed liée à une pénurie et un choc sur l'offre qui provoque de l'inflation dans les années 40 par rapport aux années 70. On est un choc sur la demande à cause de la démographie. Donc pour moi, voilà, le Covid, super. Il assoit le contrôle des élites sur la population mondiale de manière vraiment performante. Il relance l'inflation par le débasage de la monnaie et puis, comment dire, il fout la merde dans les matières premières en lançant un choc de matières premières. Vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais les cycles entre les actifs financiers comme les indices boursiers et puis la valeur des matières premières étaient à des niveaux historiques. Et donc on a relancé les vases communicants en faisant remonter le prix des matières premières par rapport au reste des actifs, ce qui fait que ça renchérit le coût. Donc je pense que l'idée derrière tout ça, c'est toujours de rendre de moins en moins accessibles les matières premières et d'apprendre aux humains sur Terre à mieux consommer ou à consommer moins ou plus performant, enfin à se débrouiller pour pas flinguer ce qui reste de vivant sur Terre en fait. Donc après, vous avez suivi comme moi que les truckers canadiens ont commencé à foutre la pâtée aux politiciens, ça a commencé à sortir dans les rues, voilà, ça a commencé à sentir un peu le pâté moisi, l'histoire du Covid. Donc immédiatement, ils nous ont mis un nouveau dossier sur la table, nickel. D'ailleurs, j'ai trouvé une belle image sur Twitter, elle est où? Avec Indiana Jones qui change, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Excusez-moi. Voilà. Voilà, on change le Covid pour l'Ukraine, super, vraiment efficace et tout. Donc maintenant on a le droit à l'Ukraine. Alors l'Ukraine, il faut quand même savoir, je suis pas très fanat pour parler de tout ça, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire sur les réseaux publics. L'Ukraine en fait en 1998, d'ailleurs un excellent article qui est paru sur Zero Hedge ce matin que j'ai mis là, ici, voilà, ici. Stéphane Cohen, expert, en fait en 1998, l'OTAN a décidé de s'étendre et de venir commencer à faire chier la couille à la Russie qui sortait juste de son écroulement, et peut-être pour profiter de la faiblesse de la Russie, ils ont essayé de s'étendre et puis petit à petit ils ont commencé à poser des armes pas trop loin des frontières russes histoire d'emmerder tout le monde, et en 2014 a démarré le dossier de l'Ukraine, piloté d'ailleurs par la France et l'Allemagne, et il y a d'abord eu l'épisode de la Crimée, et puis ils ont continué les provocations, et tout le monde sait que ça allait péter, parce que l'Occident, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Europe ont passé leur temps à se foutre de la gueule de Poutine, qui pendant ce temps-là a développé des armes qui sont a priori un petit peu plus performantes que celles qu'on a en Occident. Donc on se retrouve avec une pseudo-crise qui sort de nulle part, entre a priori deux présidents juifs, puisque la mère de Poutine était juive et le président d'Ukraine est juif. Donc on se retrouve avec la guerre froide entre les juifs russes et les juifs américains. On se retrouve avec une guerre fratricide, donc on n'est pas bien placé pour savoir, parce que là, il y a deux clans pour moi chez les juifs. J'ai eu des juifs autour de moi, des Ashkénazes, pas des juifs, des Ashkénazes autour de moi qui sont progressistes, qui pensent que voilà, il faut pas intervenir par rapport à l'ordre naturel. Et puis vous avez des juifs un petit peu plus extrémistes comme les Lubavitch, auxquels Poutine d'ailleurs est plutôt affilié, enfin du moins a des liens publics avec, et eux considèrent qu'il faut pousser et avancer le calendrier de l'effondrement global pour refaire un nouveau monde. Voilà, c'est un peu plus... voilà. Donc en fait, on a affaire à des croyances religieuses dans des hautes sphères. Alors je dis pas qu'il y a que les juifs sur Terre, blablabla, et le complot juif. Il y a bien sûr tout derrière les white protestants. Je sais pas comment est la Chine par rapport à tout ça. Bref, je mets pas le nez là-dedans, je m'en branle complet. Néanmoins, on voit que nous avons un conflit un peu fratricide, et
qui tourne au ridicule, parce que alors d'un côté, donc Poutine a mis l'histoire de bombes nucléaires sur la table. Là, tout le monde panique, quoi, il va faire péter une bombe nucléaire. Ce matin, nous avons quand même le ministre ici, que je mets sur mon Twitter, qui explique, cache sur Reuters aujourd'hui, que l'Allemagne, avec la France et les États-Unis, ont pris des sanctions pour virer la Russie du système SWIFT, mais que les Russes ne doivent pas s'inquiéter parce que l'Allemagne va continuer à acheter le coal, là, comment ça s'appelle, le charbon, et puis le pétrole et le gaz aux Russes, et qu'il y a des moyens de payer en contournant les embargos qui viennent d'être mis en place parce que Poutine a envahi l'Ukraine. C'est juste totalement ridicule. Voilà, on est comme avec le Covid, on est dans une immense blague. Alors quel est le but de tout ça, plutôt que d'essayer de comprendre tout ce sac de nœuds? Quel est le but? Je constate juste que cette histoire, cet épisode d'Ukraine va pile poil dans le même sens que le Covid, à savoir le cours du pétrole maintenant est à 100 $, donc ça devient de plus en plus cher. Le calendrier et l'agenda reposent quand même sur une gestion des ressources énergétiques autres. Donc là, on se retrouve à nouveau avec un événement qui est genre de portée mondiale, qui est énorme, etc. Mais enfin, la conséquence directe, c'est de faire monter le prix des mines, c'est de faire monter le prix des mines des métaux industriels, c'est de faire monter à bloc le prix du pétrole. Ensuite, comme par hasard, alors l'Ukraine exporte quand même 20 ou 30% du blé et puis du maïs mondial. Et comme par hasard, notre ami Poutine nous a annoncé qu'il suspendait, lui, l'un des premiers producteurs mondiaux d'engrais agricoles, il suspendait l'exportation des engrais dans le monde. Alors, moi, ça me fait rire parce que c'est juste le thème de mes vidéos depuis 4-5 ans. On a la totale avec l'Ukraine. En fait, c'est comme si on finissait le boulot qui avait démarré avec le Covid. On a une explosion des matières agricoles, une explosion du prix de l'énergie, une explosion du prix des métaux. Mon idée, c'est que être pauvre dans le monde qui vient va être de plus en plus dur, de plus en plus rude. J'ai comme l'impression, encore une fois, je n'ai aucun contact politique. J'ai des mecs qui sont forts autour de moi, mais personne n'est connecté aux hautes sphères, donc je fais que des supputations, mais je suppute que l'idée est de retirer vraiment la consommation du confort matériel et de la survie à 90% de la population mondiale, parce que vu la hausse des coûts, en face les salaires ne montent pas, la manière dont est traquée l'inflation a beaucoup de retard ou est imparfaite, donc il est clair que le pouvoir d'achat est en train de s'évaporer et disparaître comme ça, là, depuis 1 an et demi. Donc j'ai comme l'impression qu'on est en train de retirer. Donc les personnes qui vont s'en sortir sont les personnes qui sont douées pour faire de l'argent, les personnes qui sont douées pour comprendre le système monétaire mondial, parce que paradoxalement, dans ce chaos, de nombreuses opportunités se créent, notamment parce que quand on commence à mettre de la peur dans un système, dans une organisation collective humaine, les gens pètent des boulons et commencent à faire des grosses conneries. Je suis le premier à en profiter, honnêtement, je vais pas me plaindre. En ce moment, j'ai jamais gagné autant d'argent en si peu de temps. C'est pas encore revendu, mais vraiment, il y a des deals assez intéressants qui viennent à moi. Donc je pense que la fracture du monde est super violente. Je pense que si on n'a pas des compétences globales macro, financières, businessmen, et puis qu'on est pauvre, qu'on n'a pas de capital, on n'est pas capitalisé, le monde, on se met à la merci des États et le monde devient d'une violence folle. Donc ça, je le constate, c'est pas nouveau, c'est l'instauration du communisme. Je sais pas qu'est-ce qui va suivre. J'ai mis sur mon Twitter aussi un reportage Arte qui était assez neutre, qui présentait le cas russe avec toute l'ambivalence. Je vous rappelle également que l'argent de la Russie, le premier pays destinataire de l'argent russe en dehors de la Chine, c'est en pays non ami, parce que la Chine est complètement pieds et poings liés malgré ce que veut bien baratiner les médias occidentaux. Il faut quand même savoir que la Chine soutient la Corée du Nord le même jour où la Russie parle d'armes nucléaires. Et puis la Corée du Nord tire un nouveau missile balistique au-dessus du Japon le même jour. Voilà. Et après, les gens essayent de nous faire croire que non, mais la Chine et la Russie, ça va pas. Que, voilà. Il faut comme ça que l'Inde et la Chine, c'est la moitié de la population mondiale et ils sont abstenus à l'ONU par rapport à Poutine, par rapport à l'Ukraine.
Voilà, il faut quand même relativiser. On est dans un game un billard à 15 bandes. En tous les cas, l'argent russe, deuxième place dans le monde de l'argent russe, la France. La France qui dit rien, t'es mal, tout ça, machin, t'as un enculé Poutine. En attendant, tiens, file-nous notre pognon, file-nous ton pognon, on va s'en occuper, puis après te le freeze, et puis etc. Bon, bref, on est dans un délire. Voilà, après ça, ça, c'est un graphique qui m'a énormément inspiré, parce que c'est ça ma vie en fait, depuis 10 ans, 12 ans. Ça, c'est l'US rouble sur 30 ans, en fait, là, on voit la dévaluation perpétuelle. Donc là, on n'est pas en train de parler d'érosion monétaire du rouble, on est vraiment en train de parler d'une parité de change entre deux pays. Moi, clairement, le gros de mon argent vient de ce genre de différentiel de gestion des pays monétaires et obligataires. Ça, quand je vois ça, ça m'inspire. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi je suis devenu multimillionnaire aujourd'hui, parce que grâce à des trucs comme ça. Donc moi, cette situation crée des opportunités, encore une fois. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, oui, donc le reportage d'Arte qui présente la Russie sous un angle ambivalent, parce que la réalité est ambivalente, elle n'est pas blanc-noir, genre le méchant Poutine qui va conquérir la gentille Ukraine, qui est juste une base arrière de la CIA qui se fout de la gueule de Poutine depuis des années. Bon bref, donc on voit toute la progression des 20 dernières années et des réponses de Poutine. J'ai aussi publié, mais alors ça c'est en anglais, donc il faut connaître l'anglais. Mais voilà, 103 likes, pas mal. Une interview de Poutine avec un journaliste américain qui est franchement pas coopératif, qui est plutôt pas agressif, mais qui est quand même strong, quoi, qui fait pas qui brasse pas qui caresse pas Poutine au sens du poil, comme on dit. Et on voit à la fin. Poutine pour moi fait aucune erreur pendant 1h30 et on voit au bout d'une demi-heure, on voit que le journaliste, on voit du respect, de mon opinion personnelle, du respect dans les yeux du journaliste. Poutine juxtapose tout simplement, il provoque occidental à qui il est obligé de traiter avec des gamins, quoi. L'Occident est complètement gamine avec l'URSS depuis 20 ans, avec la Russie depuis 20 ans. Il explique, et puis à chaque fois ce qu'on lui reproche, c'est l'Occident fait 10 fois pire que ce que fait la Russie. Alors oui, bien sûr, Poutine a du sang sur les mains, mais enfin Sarkozy a du sang sur les mains, Hollande a du sang sur les mains, Obama a du sang sur les mains, Trump, ils ont tous du sang sur les mains, donc pas plus, pas moins. Seulement, il y a un moment, il faudrait qu'il y ait C'est comme le mec... Moi, honnêtement, c'est assez dur de juger la situation actuelle, parce que il y a un tel bourrage, c'est n'importe quoi. Là, on est en train de nous dire qu'il y a 4000 morts russes et puis il y a 200 victimes parmi civils en Ukraine. 4000 soldats de la top armée mondiale, l'une des top 5 armées mondiales. Et là, ils sont tous morts, machin, ils sont tous faits imiter par l'armée. Et puis en face, il n'y a pas de mort ukrainienne et puis il n'y a que 200 civils. Et les gens, ils bouffent ça et ça se répand comme ça dans tous les pays occidentaux, parce que si on est en anglais, en espagnol, en français, je vois une marée de conneries, c'est hallucinant. Donc moi je me suis plutôt rabattu sur Al Jazeera, parce que finalement il y a une certaine neutralité de la part des musulmans. Et le mec là dit tout simplement, alors les Palestiniens, les Afghanistans et puis ceux qui se font envahir par les Occidentaux, quand ils résistent à l'occupation, c'est des terroristes. Et puis par contre, quand en Europe on fait le même bordel, là ça devient non pas du terrorisme mais de la résistance de la part de l'Ukraine. J'ai trouvé ça pas mal, donc je l'ai mis là aussi. C'est pas possible de débattre en ce moment, c'est comme le Covid, ça part dans tous les sens, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de néocortex, c'est pas la peine. En tous les cas, si vous voulez avoir une opinion, je fais quelques photos voilà. Si vous voulez avoir une opinion, honnêtement, dans le reportage d'Arte et puis cette interview de Poutine permet de contrebalancer tout ce qui est mis sur les réseaux. Alors ce marché, c'est la fête du slip, parce que la volatilité maximale, on a assisté à un événement jamais vu dans l'univers des indices boursiers, donc avec l'indice russe qui s'est craché la tête comme jamais. En équivalent, ça correspond à un événement à 17 écarts types par rapport à la norme. Un truc qui est, je sais pas, il y a une chance sur, je sais pas, 1 milliard, ou je m'y connais pas en maths, mais grosso modo, c'est d'une vie entière, de nombreux investisseurs ne verront jamais un événement pareil. Donc c'était assez faramineux, ça a ouvert la porte à plein d'opportunités. Alors moi, comme j'ai exprimé, je suis pas fanat des banques ni du gaz, mais je suis fanat du pétrole. Donc Lukoil, depuis 2 jours, m'a rapporté 10 000, c'est sympa, avec rien, avec une mise de 20 000 et puis de 16 000 et de 30 000. Donc on fait des scores de malade, enfin tout est déraillé, quoi, en ce moment.
aussi, tout le monde a paniqué sur le rouble. La nuit dernière, il y a des banques qui ont coté 175 roubles pour $1, alors qu'on avait clôturé à 80 $ vendredi soir. Donc dimanche soir à l'ouverture, avec un bank run, ils ont fait tous n'importe quoi. Donc la période est assez riche, assez intéressante. Beaucoup d'opportunités sur les marchés. Plus les gens sont dans l'émotionnel et puis moins la valorisation compte, donc plus c'est cool, quoi, hein. Si je vous montre Lukoil, donc ça c'est Lukoil en daily, hein. Voilà, on a une boîte déjà qui était pas très chère mais qui est assez énorme quand même, voilà, on n'est plus dans la petite capi, quoi. On passe de 93 allez, $100 à 24, quoi, en l'espace de une semaine. Aujourd'hui le price to cash flow il est 2. Normalement, les boîtes, voilà, dans ce marché américain, on est toujours entre 7 et puis 15, quoi. Donc là, on a un price to cash flow là, de 2. Voilà, donc, mis à part que le droit de... Alors, c'est l'ADR, hein. Moi, je joue pas demain aussi, tu joues... ouais, parce que la bourse russe était fermée aujourd'hui, comment tu fais? Moi, je sors pas des États-Unis, mais je suis un... Ça me connaître, moi, je suis dollar, moi. Je suis américain, nice... Nasdaq est comme ça, ETF et compte en dollars et j'en bouge pas. Je pense que dans le chaos, et faut pas s'y leurrer, le prochain sur la liste c'est l'Europe. Donc dans le chaos, moi je préfère gérer mon bordel aux États-Unis. Donc aujourd'hui, en fait, c'est des ADR. Alors je sais pas si les droits de propriété vont être retirés. Voilà, les emprunts, j'en sais foutrement rien. Donc pour moi, je fais que du day trading là-dedans. Je porte pas de position le soir parce qu'on n'est même pas sûr. Si vous mettez 50 000 sur Lukoil et puis que demain on vous dit t'es un empaffé d'occidental, vas-y, t'as ton ADR, tiens, tu te le carres dans ton cul, c'est à moi, hein, Poutine dit c'est à Lukoil, c'est à moi maintenant, et tu fermes ta gueule. Et les 50 000, au revoir. Donc je sais, moi je joue pas trop à ce genre de jeu, mais en intraday c'est cool, hein, parce que c'est des sessions de malade. C'est bourré d'opportunités en day trading. Voilà, alors évidemment, hein, quand on passe de 90 à 20 ah ouais, ça, avec des gaps de 50% à l'ouverture, 2 fois, sur une boîte, encore une fois, qui faisait, je sais plus, 50 ou 100 milliards de capi, quoi, ou 75 milliards de capi, puis aujourd'hui, ouais, elle devait faire 100 milliards, et puis aujourd'hui, elle fait 20 milliards de capi, j'ai pas vérifié, mais voilà. Donc, on est face à des événements, de mon point de vue, super cool, parce qu'évidemment, je suis pas là-bas au soleil, l'Europe et les conneries, on s'en branle, le Poutine, il est loin. Mais pour beaucoup, c'est un petit peu dramatique ou stressant. Je ne sais pas trop comment il faut les regarder. Et puis peut-être également il faut regarder ça en tant que source d'opportunité. Moi, pour finir, mon point de vue, non avisé, non éclairé, et puis de petits branleurs expatriés qui fuient, hein, qui j'ai pas de honte. Alors là, je vous invite vraiment tous à fuir, hein, l'Europe, hein, ça fait 5 ans que je vous le dis, vous n'êtes pas surpris, c'est le prochain game, c'est en Europe, donc moi je vous recommande de fuir et de faire comme moi, regardez ça à 15 000 bornes de distance. Donc de mon point de vue d'expatrié, fuyard, branleur, j'ai pas l'impression que ce soit une guerre en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un mec au-dessus qui a décidé de rebooter le système et qui va opposer des frères, hein, des religions identiques, des Ashkénazes, hein. On n'est même pas en Israël avec des juifs, des hébreux. Moi, les hébreux, ils m'ont formé, hein, en 1997, j'ai pas honte à le dire, j'ai appris la vie avec des hébreux, des vrais juifs, des vrais séfarades, qui n'aimaient pas vraiment beaucoup d'ailleurs les Ashkénazes, hein. Ils s'apprécient moyennement les deux clans. Donc là, on est vraiment dans un game d'Ashkénazes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un mec au-dessus, voilà, qui dit crac, vas-y, vous vous affrontez, pof pof. Donc là, on a les mesures américaines qui arrivent, voilà. Et le but final, ça reste quand même l'enjeu des matières premières. Pour moi, j'ai pas changé mon opinion en fait depuis 5 ans. Pour moi, j'ai vu les modèles, je vous rappelle, une énième fois, alors, il y a 2 ans, voilà, avant, quand j'ai lancé le programme les 3 S, j'ai expliqué pourquoi je l'avais fait. J'ai consulté les 7 modèles les plus ambitieux sur Terre, dont un à la NASA, il y a celui de Martin Armstrong, il y avait un en Angleterre financé par Nates Sellier, la banque, et d'autres banques de la City. J'ai été chercher dans archive.org ces modèles, et le résultat de ces modèles sont identiques. La Terre, dans son organisation actuelle humaine, collective, ne peut pas passer 2040. Les 7 modèles étaient d'accord. C'est tout. Les 7 modèles disaient, tout va sauter, pour quelle raison ?
Non pas parce qu'on se fout sur la gueule, parce que je sais pas, les Noirs ils aiment pas les Blancs, les Juifs ils s'aiment bien, les Arabes, les trucs, les machins, pas du tout. Ou les Japonais avec les Coréens et les Chinois, et puis Taïwan, et puis les... Pas du tout. On saute parce qu'il n'y a pas assez de matières premières pour financer la croissance économique. Les 7 modèles sont tombés d'accord, il y avait juste une divergence sur les dates. Donc le modèle le premier, c'est Armstrong qui donne décembre 2032 pour que ça saute. Et après, le gros des modèles, c'était quand même 2034, 2035, et les plus lents, c'était 2040. Donc après, on voit des événements depuis 2 ans, c'est du pur chaos mondial, voilà, avec du Covid, Poutine qui se met sur la gueule avec son voisin. Moi, j'y crois pas, quoi. Je suis désolé, j'essaye de croire, d'être un bon, gentil Français qui croit, oh là là, la guerre, la guerre, la guerre, mais j'y crois pas, en fait, j'y arrive pas. Je suis désolé, je suis complotiste dans l'âme, alors. Mais je crois au modèle, par contre. Je crois à l'histoire des matières premières et je crois à la surpopulation humaine. On a des chiffres, on a des images avec Bill Gates sur son tableau là, qui a été filmé, grossi. Il y a la volonté de dépopulation. On a des vaccins, on a l'Afrique, on a des machins, des trucs, des bidules. Je pense que sur la table pour les 20 prochaines années, l'histoire politique, c'est uniquement la dépopulation et les matières premières, la gestion des matières premières. Donc, la guerre, voilà. Moi, je pense que Poutine, en plus, je crois vraiment en Poutine. Je pense que on a juste une bande de branquignoles quoi, en face, des teubés, quoi, des petits gamins qui obéissent aux ordres d'ailleurs. Et puis en face, on a quand même un maître des échecs, quoi, avec le mec qui joue, qui joue sur un billard à 20 bandes, voilà. Et donc, je pense que je vais raconter une histoire. Je suis copain avec des Américains, hein, évidemment, avec la proximité du Panama avec les États-Unis. J'ai pas mal de contacts avec des Américains. Et je suis pro-américain. Hein. Si on me demande les Américains, ils font chier avec leur imposition mondiale, mais honnêtement, s'il n'y avait pas ça, je préfère avoir un passeport américain que français. Hein. Je suis désolé, voilà, la France, ça me fait pas kiffer tant que ça. Donc, je suis vraiment pro-américain. Mais les Américains, ils ont quand même un truc qui est assez hardcore, c'est qu'en fait, tout est surdimensionné au niveau matériel, mais à un niveau, on peut pas, nous Français, concevoir, on peut pas concevoir comment les Américains ils pensent, comment ils voient le matériel. Quand ils font la guerre, ils rasent tout. Voilà, le pays dans lequel ils rentrent, ils rasent tout, ils dégomment tout, et puis après ils arrivent avec des milliards, ils filent ça à des multinationales qui vont tout reconstruire en fait. Et donc, ils vivent pas comme nous, ces gens-là, ils sont surdimensionnés par rapport aux maisons, aux voitures, au nombre d'objets, ça, c'est fou comment ils n'ont pas un rapport avec la matière comme on peut avoir en France. C'est un peu la folie des grandeurs du point de vue français. Pour eux, c'est normal. Alors évidemment, voilà, il y a toute la diversité. Je dis pas que nous Français on a raison, que les Américains ont tort, qu'ils ont raison et nous on a tort. Je sais pas, mais il y a vraiment, c'est un autre langage dans le monde matériel. Donc je pense pas que Poutine il fasse la guerre comme les Américains. Et donc les médias aujourd'hui ils plaquent leur vision. Voilà, Poutine va tout défoncer. Voilà. C'est pas la même. D'abord c'est pas la même taille d'économie. Tout est différent en Russie par rapport aux États-Unis. Donc l'hypothèse sur la table la plus crédible. Il y a plein de gens sur Internet qui disent voilà il y avait une armée monstrueuse sur le territoire russe et cette armée en fait il y a que 30% qui est actuellement en Ukraine. Et en plus, il y a des mecs qui ont dit je connais l'équipement des Russes et l'équipement qui est sur. Quand on voit. J'étais voir parce que YouTube, enfin Google est en train de passer par TikTok et j'étais voir sur TikTok et effectivement les gens publient plus de scènes de rue naturelles sur TikTok que sur Instagram ou sur notre YouTube. Donc TikTok permet de voir des scènes de combat qui sont assez hallucinantes. Et beaucoup de gens disent mais il est où l'équipement militaire des Russes quoi. Alors, en fait, il semblerait que Poutine ait balancé en Ukraine non pas les armées les plus professionnelles, les plus pointues, mais juste 30% de l'armée normale régulière. Et il semblerait que dans ces mouvements, il soit juste en train d'encercler, voilà, un siège, en train d'encercler Kiev et puis de s'installer. Probablement que cette guerre va durer. Et donc, les Américains, ils veulent gagner tout de suite pour justifier vis-à-vis des médias. Ils balancent, l'américaine et tout, le Hummer H2, là, machin, je te roule sur ta gueule, je te défonce ta gueule et te ferme ta gueule, quoi. Grosso modo, j'ai pas l'impression qu'on est dans le même type de guerre. Hein. Alors, je suis pas spécialiste non plus, mais j'ai l'impression que Poutine, il va s'y prendre autrement, et un petit peu plus de finesse peut-être. Donc il a balancé 30% de son armée. Ouais, il est en train d'envahir.
on n'en veille pas en mettant que 30% des mecs sur le terrain avec un équipement standard. Donc ça me paraît être en contradiction avec tout ce qu'on peut voir dans les médias européens. Et donc probablement qu'il va faire un siège, probablement que ça va durer. Donc sur les marchés, il faut se méfier parce que je pense pas que ça va être à l'américaine. Donc prendre des positions maintenant au son du canon, je pense que si c'est un siège qui dure pendant des semaines ou des mois, c'est un coup à se la faire prendre sur les marchés. Donc je dis méfiance juste. Et j'ai l'impression que Poutine veut pas de la destruction, au contraire. Après on dit ouais, non mais c'est un taré, il veut s'étendre son empire. Je veux dire, Poutine, enfin, personnellement ça me parle pas. Le mec, il a le plus grand pays au monde, quoi. C'est un casse-tête géant en termes de logistique, en termes de climat, en termes de défense. Et l'Ukraine, c'est également un pays énorme. Et le mec, il a dit, bah tiens, je vais me recoller, hein. Je vais me foutre encore plus de merde à gérer avec un pays encore plus immense, à contrôler, à défendre. Il y a un truc qui colle pas, quoi. Quand on a la Russie avec l'immensité des ressources comme il y a en Russie, le bénéfice de conquérir l'Ukraine en pétant tout, en tuant tout le monde, de manière à étendre l'empire, ça paraît pas très créé. J'ai l'impression que les Occidentaux projettent notre univers sur Poutine. Je suis pas sûr que c'est ça qui va sortir du chapeau. Honnêtement, je suis pas un spécialiste encore une fois, mais moi je parierais pas sur cette issue-là. Donc, probablement que ça va durer, probablement qu'il va rien casser, probablement qu'il va jouer la durée, qu'il va jouer la politique, probablement qu'aussi qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui lui file des ordres. Je sais pas trop à quel jeu on joue, c'est pour ça depuis le début de cette vidéo, moi je préfère rester à l'écoute parce qu'il y a un truc qui cloche, quoi. C'est pas crédible, quoi. Il y a une espèce de show qui est en place et le but, par contre, les conséquences du show, ça je les comprends. Et clairement, si elle se trouve, pour info, je l'ai pas mis, mais j'ai un chart. Les matières premières sur un siècle, si on fait la progression sur un an glissant et sur 3 mois glissants, donc les matières premières ont explosé en 2021 au niveau des chocs depuis un siècle. Et en année 2, depuis un siècle, on avait des hausses de matières premières inférieures. Et là, on a une explosion des prix des matières premières en année 2 d'un cycle haussier, comme jamais dans l'histoire. Donc, je parlais souvent d'une crise du siècle dans le passé. On commence à avoir des datas désormais qui montrent qu'on est bien sur une crise du siècle, c'est-à-dire des datas nouvelles, avec des excès nouveaux qu'on n'a jamais vus sur les marchés. Et si ça se trouve, je suis encore une fois pas dans le parfum, dans les petits souliers de Schwab et toute la bande de cinglés qui est au-dessus là. Mais si ça se trouve, alors qu'on pourrait penser en comparaison des ratios historiques, on a fait le tour de la question. J'essaie de vous retrouver ce graphique. Voilà le beau graphique, 105% en 2022, après déjà une très très belle hausse en 2021, 2 années de suite comme ça. C'est plutôt du jamais vu. On a eu 1973 éventuellement, mais on est largement au-dessus de 1973 déjà en seulement 2 mois. Alors, vous savez, les marchés, il y a beaucoup de gens ils stimulent l'intelligence humaine de mon point de vue parce que il y a des cas rares, et les cas rares, pour les comprendre, il faut penser à l'envers de la distribution gaussienne à 2 écarts types. C'est-à-dire qu'on a 80, 90, 95% des cas qui sont dans l'oméga, qui sont cohérents, qui suivent des règles. Et à gauche et à droite, on a une distribution gaussienne ailée, ce qui est la caractéristique des marchés. C'est-à-dire que chaque cas rare est unique et n'a aucun rapport avec les autres cas rares, et surtout n'a pas de rapport avec la distribution gaussienne à 2 ou 3 écarts types. Et donc, il challenge énormément la pensée, puisqu'il faut être capable de gérer la dualité, l'ambivalence, et de penser l'inverse en fonction de la situation, si c'est un cas rare ou pas, et en fonction du cas rare précédent. Donc, peut-être, je dis juste peut-être, que le mec au-dessus, là, on ne sait pas s'il humain ou pas, mais enfin, il y a quand même un mec qui tire des ficelles. Peut-être que lui, il a dit que les matières premières, c'est pas 100% de hausse en 2022, mais 200 ou 300%, et que les pauvres, là, toute la classe mondiale moyenne à 1000, 2000, 3000 balles par mois, et c'est fini. Voilà, on retourne au statut d'esclave, de serf, et puis on rétablit un monde binaire entre des riches et puis des pauvres, et puis fin de l'histoire, parce que la classe moyenne, on ne peut pas la supporter, ou alors peut-être qu'il a essayé de les buter, je ne sais pas. En tous les cas, les matières premières, c'est vraiment le truc, à mon avis, sur lequel moi je vais me concentrer. Dans le trading, bien sûr, c'est la fête du slip tous les jours en termes d'opportunités, c'est assez hallucinant. Mais il y a pour moi une dimension sociologique, politique, collective, voilà, et que je commence à suspecter depuis le départ.
Affaire à suivre. Alors peut-être ça va retomber comme un soufflé et je raconte que des conneries dans cette vidéo, ou peut-être pas. Voilà, en tous les cas, la situation elle est vraiment dangereuse parce que si on étudie l'histoire des monnaies, de la gestion par les États des monnaies, des marchés obligataires sur plusieurs siècles, voilà, il y a quand même une énorme probabilité pour que une grande, comment dire, pour pas dire un mot grossier, une grande enculade, non ça c'est grossier ça, une grande escroquerie monétaire d'État, je sais pas comment appeler ça, soit dans les tuyaux. Et le problème c'est qu'alors là, quand on soit entrepreneur, investisseur, c'est très compliqué de résister à de l'inflation forte. Je vais faire mes meilleurs scores financiers probablement cette année grâce à ma compréhension des pays avec beaucoup d'inflation et la manière dont on peut exploiter ça après. Je n'en dirai pas plus, je mets un petit peu de mystère, mais grosso modo, l'inflation c'est comme la saloperie, on est tous égaux devant ça, c'est ultra dangereux. Et actuellement, on a une inflation par l'offre, donc on a une inflation stimulée artificiellement via les matières premières et via la fluidité de la logistique. Et donc, vraiment, il y a beaucoup de flags rouges. Je suis vraiment content d'être là où je suis et d'avoir fait tout le chemin que j'ai fait. Et je pense aux gens qui sont encore en France, qui ne comprennent rien, en plus qui gobent M2, France 2, TF1, tout ça, qui ne comprennent rien du tout. Je suis pas sûr que dans 5 ou 10 ans, ça soit vraiment super. Enfin, ça va être un carnage, quoi. Humainement parlant, les ingrédients sont là, on voit bien les jalons qui sont posés par les élites. Ça va être un sacré carnage, quoi. Donc, derrière ça, une fois que le carnage aura lieu, l'État va arriver en disant c'est le carnage, bah, vas-y, donne-moi tes votes, et puis tiens, on va aller fumer de repères au Panama, un petit enculé qui profite du système. Donne-moi ton pouvoir, t'inquiète, je vais me le faire pour ton compte. C'est ça le game. La partie finale, c'est que personne va y couper en fait. On va tous se faire allumer la tête à chacun. Ça va pas être les mêmes cycles, ça va pas procéder de la même manière, mais là, les jalons qui sont posés, c'est ça qu'on parle, quoi. Donc, c'est le communisme 2.0. Donc, c'est pas fun. Alors, moi, je rigole parce que j'ai quand même. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi à ce sujet, c'est 5 ans, comme vous le savez. Donc, j'ai 2-3 quand même. 2-3 solutions auxquelles j'ai réfléchi pour essayer de ne pas me faire attraper dans la deuxième wagon. Parce que le premier wagon, ça va être les pauvres, là, comme ça, ils vont tous se faire rincer. Mais après, les mecs comme moi, ça va être hardcore. Mais il y a des solutions quand même. J'en ai 2-3 quand même. Et donc, ce qu'il faut, c'est toujours pédaler en avance des États et de leur politique dégueulasse comme ça. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et je diffuse 2-3 idées de temps en temps. En essayant de respecter la politique de YouTube, de pas dire des trucs qui sont choquants et qui remettent en cause les politiques d'utilisation et des conditions d'utilisation de YouTube. Je suis très respectueux avec tout ça et j'y vais tranquillement. Voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt.